vous a raconté une belle histoire sur 2500 ans, hein, et à propos du mouvement et comment la démarche scientifique où les connaissances s'accumulent, s'affinent, etc., a amené, par exemple, à ce qu'on ait des GPS et à ce qu'on arrive à envoyer des engins sur les astres. Alors, moi, je ne peux pas vous raconter une belle histoire, parce que nous allons évoquer le début d'une histoire qui est en train de s'écrire, et où forcément, on n'a pas le décantement des choses, en particulier entre croyances et sciences, liées au recul. Et c'est lié, je dirais, au monde nouveau du numérique qui est en train de se créer. Si vous voulez, les choses que je vais vous présenter s'inspirent d'enseignements qui ne sont faits que dans les filières spécialisées au niveau fin de master. Donc il ne faut pas essayer de... Le but, c'est pas de comprendre pas à pas ce que je vais vous évoquer, mais c'est d'avoir des jalons. De toute façon, vous aurez tous les éléments, hein, à votre disposition de la présentation d'aujourd'hui. Bon, alors là, je commence, donc c'est passé sur LCI, hein, à la télé, parce que vos élèves regardent la télé, et c'est un robot, Sophia, hein, la sagesse, qui est intervenu à l'ONU ce mois-ci. Alors ce robot, attention, là c'est traduit en français pour les téléspectateurs français, hein, il faut voir déjà que plus de 95% des données textuelles et des flux d'informations textuelles qui circulent dans la sphère numérique sont en anglais ou en mandarin. Donc le français occupe une place minuscule. Donc là, le robot, attention, c'est un robot, évidemment le message de départ on lui a dit, mais qui répond vraiment, il n'y a pas quelqu'un derrière, si vous voulez, qui parle à travers un haut-parleur qui serait dans la bouche. Hein. C'est vraiment le robot, vous pouvez le voir, il dialogue avec les gens des Nations Unies. Et il apporte un message, je suis là pour aider l'humanité à créer le futur. Voilà. Bon. Ce robot, quelques jours après, a été fait citoyen saoudien. Alors, on peut se dire, il y a des arrière-pensées politiques, etc., mais un robot est fait citoyen. Quelques jours après, d'ailleurs, un autre robot était fait résident officiel de Tokyo. Alors, tu passes. Alors maintenant, toute autre chose. Deux réactions de plumes notoires, je vais vous dire qui c'était ces gens, suite à un article. Un article scientifique, comme il en est produit des millions par an, hein, actuellement. Le titre, c'est ça. Alors cet article, moi je suis spécialiste, j'ai consacré ma vie à ce que je vous raconte. J'ai passé 3 jours à côté d'une cafetière pour bien comprendre ce qu'il y avait dedans. Et c'est normal devant un article scientifique. D'abord, l'article scientifique est parfaitement honnête. Les scientifiques sont des scientifiques de bon niveau. Bon, le papier, il y a beaucoup de faiblesses et tout ça. Le papier est parfaitement honnête. Et qu'est-ce que c'est ? Ils prennent 2 réseaux de neurones, je vous en retirerai 2 mots après, 2 réseaux de neurones, ce sont des programmes, 2 programmes, et ils apprennent à communiquer entre eux de façon à ce que d'autres réseaux de neurones ne puissent pas comprendre ce qu'ils s'échangent. Sachant que le 3e réseau de neurones, alors genre on les appelle Alice, Bob, etc., le 3e réseau de neurones, lui, essaye au contraire de décrypter. Puis il s'entraîne, donc il s'entraîne comme on entraîne une équipe de football
comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont été programmés pour s'entraîner. Je ne devrais pas dire ils s'entraînent. Et après, on essaie de les faire fonctionner. On les fait fonctionner en mettant de nouveaux espions, même type de réseau de neurones derrière. Et clac, ça marche un petit peu, c'est-à-dire que les deux réseaux qui étaient entraînés arrivent à peu près à communiquer de façon incompréhensible par rapport à un nouveau venu troisième. C'est des mathématiques et c'est des statistiques. Alors si vous voulez, ce que je vais vous dire d'avoir les conséquences, c'est que les statistiques qui étaient parents pauvres des mathématiques, d'une certaine façon un peu vues de haut par les gens qui faisaient de la géométrie algébrique, par exemple. Maintenant, les statisticiens sont les stars actuellement. Et donc, alors, je vois Bloc Mediapart, il y a 2 ans, il y a 1 an. Des réseaux de neurones de Google, alors en plus Google, il y a déjà du fantasme derrière Google. Des réseaux de neurones de Google inventent leur propre système d'encryptage. Et je lis le petit machin, là. Bon, c'est dans l'autre sens. Voilà. Les chercheurs précisent qu'ils n'ont pas à ce jour bien compris comment les réseaux de neurones Alice et Bob ont procédé pour produire des textes cryptés. Bon, il s'agissait manifestement d'une initiative autonome dans laquelle aucun humain n'était intervenu. Alors, qu'est-ce qui est de la science? Qu'est-ce qui est de la croyance là-dedans? Bon, eh bien, c'est vrai qu'actuellement, on ne comprend pas comment fonctionnent dans le détail les réseaux de neurones que l'on construit. Je reviendrai d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, c'est un des défis scientifiques. Vous savez, il y a Cédric Villani, là, le mathématicien à l'araignée, qui est maintenant est député, qui a une mission sur l'intelligence artificielle. Et bon, Cédric se dit, on a des matheux formidables en France, on a des informaticiens, théoriciens formidables en France, même si on n'a pas d'industrie. Peut-être qu'on va faire un coup scientifique en arrivant à expliquer comment ça marche. Donc c'est vraiment là les choses qui se font. Mais ça, actuellement, c'est vrai. Tout chercheur sensé dans le domaine ce qu'on appelle le deep learning, c'est du deep learning, c'est ce qui a fait gagner, après j'irai plus vite sur les trans, c'est ce qui a fait gagner, si vous voulez, Google Deep au champion au Go, contre un champion de Go, c'est ce qui fait que la reconnaissance faciale marche, c'est ce qui fait que la reconnaissance de scène par les véhicules autonomes marche, ce sont toutes les techniques qu'on appelle de deep learning. Et par contre, quand il est écrit, il s'agissait manifestement, alors je vais vous dire manifestement Dieu existe, ou je vais vous dire manifestement Dieu n'existe pas. Bon, le manifestement a absolument le même statut. C'est même pas de la croyance, c'est bon. Et d'une initiative autonome, c'est-à-dire c'est mystérieux, il se passe quelque chose dans la machine, elles vont prendre le pouvoir. Alors si vous voulez, là, on en est un peu aux prémices dans l'histoire de la chute des corps, et bon. Et il y a un gros travail scientifique qui est en train, qui va se déployer dans les dizaines d'années qui suivent pour dire que, si vous voulez, ça c'est pour réfuter ça. Ce monsieur, c'est un monsieur qui a un blog et qui, sous De Gaulle, en tant qu'énarque, a contribué au développement des télécommunications, donc, etc. Mais j'ai mieux, tu passes. Alors là, on va aller vite. C'est signé Jacques Attali.
major de Polytechnique en son temps, hein, qui dit, alors pareil, si vous voulez, indéchiffrable, c'est déjà un terme tendancieux, mais qu'on ne sache pas exactement pourquoi ça marche, c'est vrai. Après, on sait depuis longtemps que ces intelligences peuvent aussi prendre leur autonomie. Puis après, il explique, et puis liquider l'homme éventuellement. Alors, on sait depuis longtemps, on sait depuis longtemps que Dieu existe. Ou on sait depuis longtemps que Dieu n'existe pas. Bon. Et alors après, il fait référence à la science-fiction, si vous voulez, quand il dit c'est les lois d'Asimov. Hein. Il y a un tas de films de science-fiction, c'est les lois d'Asimov. En même temps, dans les films de science-fiction qui appliquent les lois d'Asimov, vous avez des engins de centaines de tonnes qui se font la chasse à 10 fois la vitesse de la lumière. Enfin bon, ça ne... Alors je ne vais pas tout vous lire, enfin c'est suffisant. Donc on passe au suivant. Donc vous aurez ça. Donc voilà, je suis comme Bernard, professeur émérite à l'Université de Lille. Bernard est président du conseil scientifique, tu ne l'as pas dit je crois, de la Maison pour la Science. Bon, moi je préside le comité de pilotage qui est institutionnel, plus administratif si vous voulez. Et je préside la commission d'éthique des sciences du numérique qui a été créée par tout le consortium des acteurs publics de la recherche. Et à ce titre-là, si vous voulez, nous participons à la révision de la loi bioéthique qui est en train de se mettre en chantier, parce que le big data, ça va être un des enjeux, selon le Jean-François Delfraissy, enfin le président du Comité national d'éthique des sciences du vivant, ça va être un grand enjeu. Hein. Et quand on parle loi bioéthique, on touche typiquement entre la science et l'humain. Et les conceptions anthropologiques qu'on a selon qu'on est croyant en telle religion, hein, vous savez bien tous les débats qu'il y a, selon qu'on est agnostique, bon, on est vraiment à la frontière. Et puis nous participons aussi à la mission de Cédric Villani que j'ai évoquée. Donc on continue. Alors, pour vous, bon, j'ai écrit ça approximativement l'autre jour, mais je pense que, je veux dire, à quoi ça peut vous servir, ce qu'on va vous raconter, pas directement, parce que vous n'avez pas enseigné ces choses-là. Seulement, néanmoins, vous avez vos élèves qui sont toujours plongés avec des smartphones à la main, et puis, si vous voulez, les médias font leur chou gras des histoires de robots et d'intelligence artificielle. Et l'information relayée par les médias est asymétrique. C'est-à-dire que si vous dites une connerie scientifique, mais elle a des plus grosses chances d'être relayée, puisque ce sera du sensationnel. Tandis que si vous dites des choses raisonnables, donc ils sont quand même confrontés à ça. Alors je vais essayer de vous donner 3 repères un petit peu scientifiques qui éclairent à la fois pourquoi certaines innovations fonctionnent, pourquoi aussi c'est bien de savoir qu'il y a des choses impossibles, qu'on démontre impossibles, et alors pourquoi, enfin derrière il y a quand même les relations de l'homme avec les robots. Là c'est avec les objets qu'il construit, hein, c'est pas avec la nature qui l'environne, comme avec la physique, et là qui interroge toutes les sciences, et les religions aussi. Et alors tiens, pendant que je bois un petit verre d'eau, il faut bien voir, par exemple, quelqu'un comme Cédric Villani fait partie de l'Académie pontificale des sciences, qui est l'instance au monde qui a le plus de prix Nobel. Hein, moi, dans ma commission, j'ai un juif qui est accueilli comme auditeur par l'Académie pontificale des sciences. Et ces gens réfléchissent aux robots aussi.
Oui, le repère 1, je vais vous évoquer rapidement ce qu'on ne saura jamais faire. Ça marche? Ça marche. Ça marche, oui, ça marche. Pourquoi ce qu'on appelle le deep learning, qui est très à la mode actuellement, qui a été d'ailleurs avancé par qui a été boosté par un Français, hein, Yann Lequin. Et je vais vous parler de rasoir d'Occam aussi, c'est assez marrant, et parce que c'est quelque chose de commun à toutes les sciences. Et pourquoi le rasoir d'Occam dans le fond, fait que ça marche. On s'amusera à faire un petit test après. Ça va aller très vite. Et puis le repère 3, ça ira vite aussi. Ça montrera que c'est pas simple quand on s'approche de ce qu'est l'homme. Alors tu passes. Voilà. À votre avis, la première suite, est-ce qu'elle est tirée à pile ou face? Oui, non? Comment? Vous pensez sûrement non. Bon, faites, oui, mais levez la main, mais je veux pas. Ouais. D'accord, merci. Bah, écoutez, pour les autres, je vais pas. J'ai vu qu'il y a un certain nombre de gens qui ont levé la main, je ne vais pas les compter. La deuxième, est-ce qu'elle est tirée à pile ou face? Oui, donc vous ne savez pas trop. Alors, je vais vous dire. Comment? Bon, et la troisième, mais je vais revenir après. Si vous voulez, si on demande, est-ce que ça, c'est dû au hasard, cette suite de 0? Vous croyez que c'est du hasard ou vous croyez est-ce que celle-là est due au hasard? A priori, on penserait que la première n'est pas due au hasard parce que tous les résultats sont identiques. La deuxième, elle a l'air d'être aléatoire, donc elle peut être due au hasard, a priori. Bon, alors ça, si vous voulez, c'est la réaction typique. Je vais d'abord... Oui, pardon? Ça dépend? Non, alors, je vais y venir. Oui, non, mais attendez, je vais le dire, je vais répondre, hein, c'est pour ça que... Attendez. Non, mais ce que vous dites, je vais d'abord vous dire pourquoi vous avez tort, puis après pourquoi vous avez raison. Hein? Alors, si vous voulez... si on fait des pile ou face, pile ou face, à chaque fois, une pièce a une chance de tomber sur 0, ou bien une chance de tomber sur... puis autant de chances de tomber sur 1. Donc, les trois suites ont exactement les mêmes chances. Par contre, en termes de probabilité, par contre, c'est choquant de dire que ça, c'est dû au hasard. Et oui, c'est vrai, c'est choquant. Parce qu'en fait, la plus courte explication, vous arrivez, résumez-moi la première. Vous l'avez fait d'ailleurs, tous. Résumez-moi la première, c'est des zéros. Il suffit que j'écrive, je peux écrire un programme très, très court, c'est une boucle qui n'écrit que des zéros. Essayez-moi un peu de me résumer ça. De me résumer. Mais un résumé qui ne perd aucune information. Vous n'y arriverez pas. Parce que la plus courte explication de cette suite-là, c'est elle-même. C'est ce qu'on appelle une suite aléatoire. Et ça, je vous ai révélé le dessous des cartes, mais ça a tout l'air d'une suite aléatoire. Ça passe en fait de très nombreux tests de suite aléatoire. Pourtant, ce sont les, enfin décimales si on peut dire, c'est en binaire, mais c'est les chiffres après la virgule quand on écrit pi en binaire. Alors, c'est très important, si vous voulez,
C'est beaucoup plus important d'avoir déjà un peu connaissance de ça que de lire Attali. Alors, maintenant, ce qu'il y a derrière, l'explication intuitive, c'est que les explications les plus courtes sont les plus probables. Ça, c'est attribué à Occam, qui était un moine d'ailleurs, hein, qui était un moine. Mais déjà Aristote en avait parlé, etc. Donc ça, c'est très robuste. C'est un principe, si vous voulez, dans les cadres scientifiques. On essaie de trouver les cadres les plus simples possibles. La physique, si vous voulez, cosmogonique, cosmologique plutôt. La physique essaie d'expliquer les choses avec le moins d'hypothèses possibles. Alors, dans le monde du numérique, c'est-à-dire si on considère tout ce qu'on peut modéliser par un numérique, ça devient un théorème. C'est un théorème, et puis qui montre que les probabilités, si vous voulez, décroissent, que ce soit la cause. Je ne vais pas vous expliquer le truc, c'est un peu compliqué, mais ça formalise dans le monde numérique en tant que théorème le fait que les explications les plus courtes sont les plus probables, et la probabilité, si vous voulez, croît exponentiellement vers 0 avec la longueur des suites. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que ce cadre de pensée ne permet pas de découverte. Autrement, ce serait trop simple. Bon. Mais c'est un cadre de pensée. Mais parce qu'on démontre qu'il est presque toujours impossible de calculer la plus courte cause. Alors, alors ça, je vais vous le passer. Mais c'est juste, vous le regarderez chez vous. Parce que vous regardez chez vous, si je vous lis la démonstration qui est en bleu, vous allez dire, ah là, Max, il nous entourloupe, etc. Et quand vous vous mettrez la tête entre les mains, que vous serez bien convaincu qu'on peut numéroter les programmes qu'on numérote dans des articles de magasin, vous arriverez à voir cette preuve. Et ça, c'est quoi? On démontre qu'il n'existe pas de programme permettant de savoir si un programme qu'on a lancé s'arrête. J'insiste bien, cela ne signifie pas qu'un algorithme reste à découvrir, cela signifie qu'il n'existe pas d'algorithme pour résoudre ce problème, ce qui pourtant est un problème naturel. Et vous avez un tas de problèmes qui sont comme ça. Et par exemple, savoir trouver la plus courte cause, trouver la plus courte cause d'une suite, etc., c'est impossible de le faire. Alors évidemment, maintenant, on a l'intuition des ordinateurs, ce qui fait que chez vous, vous pourrez lire cette preuve et vous convaincre qu'elle est bonne, parce qu'on a tous l'idée des ordinateurs. Seulement Turing, je disais que c'est une histoire qui commence à s'écrire, le fameux Alan Turing, quand il a publié son article, il n'y avait pas d'ordinateur, aucun ordinateur n'existait. Il existait de vagues machines pour faire des calculs particuliers, avec des engrenages, ou quelquefois un peu électromécanique. Aucun ordinateur n'existait. Donc sa preuve est extrêmement dure à lire. Il y a des petites erreurs, elle fait 37 pages. Bon, ça c'est intéressant pour voir comment, tu avais évoqué ça tout à l'heure avec l'imprimerie, Bernard, si vous voulez, la diffusion des connaissances. Alors en plus, il y a un lien, là je pense que je vais passer très vite, mais il y a un lien entre l'information, la matière et l'énergie. Il faut le savoir, et c'est à travers le lien, c'est la longueur minimale d'un programme qui décrit la position dans un état donné de gaz. Alors évidemment, si vous voulez la physique statistique, les questions d'entropie, c'est pas la physique la plus simple qu'on comprend du premier coup. Bon, mais ça fonde les machines à vapeur, si vous voulez, et les moteurs à explosion. Et donc c'est Boltzmann qui avait formalisé ça. Tu passes. Et ce qui se passe, c'est que
Bon, je vais essayer d'accélérer. Alors, quel est le lien? Je vous ai parlé de Boltzmann. Quel est le lien entre Boltzmann et les mystères du deep learning, qui est l'apprentissage machine dont je vous ai parlé, hein. C'est l'apprentissage dont on parle dans un tas de domaines, qui fait fantasmer les médias. Là, je passe, j'ai déjà dit en gros, le deep learning utilise abondamment des briques logicielles, alors, qui approximent localement, probablement, approximent à peu près la loi de distribution des données, c'est-à-dire autrement dit, qui attribue à peu près, quand c'est possible, puisque on sait que c'est pas calculable, voire les planches d'avant, les causes, la distribution, tiens, il y a de fortes chances pour que ça, ce soit la cause. Ou bien, secondairement, moins de chances pour que ça, ce soit la cause. Alors traduisez, vous avez une distribution de points, ben tiens, il y a des chances que ce soit un bout de segment. Ou bien, il y a un peu moins de chances que ce soit un morceau de cercle. Là, je vous mets de la sémantique derrière. Mais les machines, elles, c'est des chiffres hein, qu'elles manipulent, c'est tout. Et justement, ces briques du deep learning, on les appelle machines de Boltzmann, parce qu'il y a un lien avec le Boltzmann dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme je vous l'ai dit. On passe. Ça, c'est un exemple qui traîne partout, hein, si vous voulez, c'est pour la reconnaissance faciale. Alors, comment ça marche? Le deep learning, on entraîne des machines à reconnaître des gens. Attention, on les entraîne sur des dizaines de millions de photos. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que c'est les grands opérateurs américains qui développent ça. Hein, notre Yann Lequin est le responsable de la recherche de Facebook. Il vient de temps en temps en France, mais voilà. Et donc on leur apprend. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Ça veut dire que, là, imaginez, là c'est une petite machine de Boltzmann, là une machine de Boltzmann, là une machine de Boltzmann, etc. Bon. Il y a d'autres machines un peu du même genre. Puis il y a des liens entre toutes les couches et les autres. Et puis lors de l'apprentissage, il y a des algorithmes, hein, ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient pour faire savant, mais il y a des algorithmes qui affectent des valeurs aux liens et qui font évoluer les valeurs des liens au fur et à mesure de l'apprentissage pour que la sortie colle le mieux avec ce qu'on attend. C'est des algorithmes il y a des équations différentielles partielles là-dedans, mais si vous voulez, c'est des algorithmes qui n'ont rien de mystérieux. Seulement, donc, si vous voulez, la machine, là, sont des paramètres de la machine. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de petites cellules comme ça, et il y a des millions de liens. Donc c'est un problème avec des millions de paramètres. Ce dont vous a parlé Bernard, ce sont des problèmes avec 3-4 paramètres. Hein, vous avez le temps, vous avez la distance, les masses entre les deux objets, et puis bon. Là, ce sont des problèmes avec des millions de paramètres. Les méthodes, si vous voulez, on ne peut pas raisonner, il faut trouver des nouvelles façons de raisonner dessus. Alors les gens s'amusent. Donc effectivement, ça donne de très bons résultats, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors on bricole, on rajoute des couches, on en retire, etc. pour que ça marche mieux, mais sans savoir vraiment pourquoi. Et le défi de savoir pourquoi, c'est un défi scientifique considérable. On fait de la chirurgie sur ces petites machines. On retire des morceaux pour voir ce que ça donne. C'est plus facile de faire la chirurgie sur des machines comme ça que dans le cerveau. Et
donc l'enjeu, qui est un enjeu scientifique, que sans doute Cédric Villani va afficher bientôt, c'est de comprendre, de créer une nouvelle méthode mathématique et statistique pour comprendre ça. Alors maintenant, on va passer à autre chose, on va se rapprocher des liens entre la machine et l'humain. Et on va faire, si tout marche bien, un test de Turing. Alors j'ai un micro là. Alors, si vous voulez, voilà. Il y a des sites, il y a même un concours annuel entre les sites, où ce qu'on va faire, derrière, il y a soit une machine, soit un humain. Mais on ne le sait pas. Alors tiens, vous voyez, ça a l'air japonais, c'est traduit en anglais, c'est le champion du monde actuellement. Hein. Mais ça l'est, japonais. C'est normal, si vous voulez, parce que selon les cultures, selon qu'on ait une culture du livre, où l'homme a un destin transcendant par rapport à ce qui l'entoure, ou bien selon qu'on est shintoïste, où il y a une continuité de tout entre la pierre, les fleurs et l'humain, on n'a pas du tout les mêmes appréhensions vis-à-vis des robots. Donc là, il faut s'y retrouver. Alors voilà, on va chatter. Ça marche pas Oui, c'est pour la prise de son. Attends, il y a un petit bouton. Ça marche? Oui, mais il faut un micro pour l'enregistrement. Il y a peut-être plus de piles. Ça marche? Ça marche pas. Ça marche. Allez-y, refais. Ça marche? Non. On refait. Oh. Ça marche pas. Bon. Celui-ci. On va venir, j'y vais. Alors vous voyez, c'est chargé, comme c'est carrément chargé comme dessin, mais je vois pas bien là, le curseur. Ah oui. Alors, ça y est, on va cliquer ici pour faire un essai. Et voilà. Alors, je vais rentrer mon prénom, mais je vais rentrer comme prénom SP parce que je me suis entraîné en rentrant Max. Mais si vous voulez, les informations sont stockées. Bon. Alors tout le monde triche là-dedans. Nous, il faut qu'on triche aussi. Si on commence à demander, on a 5 minutes, ce qui est très limité. Le temps n'est pas parti. Si on commence à poser des questions bateaux, c'est êtes-vous un garçon ou une fille, quelle est la couleur de vos cheveux, etc. N'importe quelle machine répond à ça. Et il y avait que 2 micros, non? En fait, ils disent tout ce qui fonctionne. Attendez, quelqu'un va venir. Bon, on y va. Alors, donc je vais entrer comme non SP. Bon. Non? Vous entendez bien, vous? Bon. Donc Alors, pour l'enregistrement, c'est bon? Ah bon? Bon, alors ça va. Alors SP, voilà. Alors on va tricher. On va dire qu'on n'y connaît rien. Voilà. C'est forcément en anglais. On ne peut pas faire autrement. Alors voilà. Ça y est. Alors je vais écrire. Est-ce que vous aimez les fromages français? Voilà.
Sûr. Bon, ça c'est facile. Ouais, ben, alors là, il triche parce qu'il met du temps. Vous comprenez bon. Alors. Ah, merde alors. Bon, on va peut-être. Tant pis, hein, c'est peut-être pas intelligent ce que je suis en train de faire, mais. Mais non, comment ça se fait? Ah merde. Bon, ben on va arrêter. Alors tant pis, mais c'est parce que c'est l'émotion de la démo. On avait 5 minutes, hein. Vas-y. Comment? Vas-y quand même. Oui. Non. Non, mais attendez, est-ce que vous pensez, tant pis, hein, ça aurait pu... Là, c'est difficile à dire si on pense que c'est un humain ou quelqu'un. Qu'est-ce qui pense que c'est un humain? Qu'est-ce qui pense que c'est une machine? Bon, vous pensez que c'est une machine. Vous avez l'air sûr. Donc, je vais appeler, c'est sûr que c'est une machine. Je suis désolé, là, ça n'a pas... j'ai appuyé sur un mauvais bouton. C'est une personne qui a fait semblant, qui a caché son jeu. C'est le jeu. Hein. Bon, là, tant pis, on va pas le refaire. Vous pouvez vous amuser à le faire chez vous. Hein. C'est le champion du monde, c'est celui qui compte le plus son monde, c'est-à-dire qui passe le mieux, ce qu'on appelle le test de Turing. Le test de Turing, c'est l'idée de dire... Pardon ? Ah oui. C'est ce qu'on appelle le test de Turing, si vous voulez, qui fait qu'une machine soit suffisamment élaborée pour que, mettons, discussion par écran clavier, parce que si on voit, on puisse pas distinguer si c'est un humain ou pas un humain. Alors maintenant, si vous voulez, les machines sont branchées sur Internet, font de la fouille de données très vite et peuvent très vite donner le change. Et là, on n'a que 5 minutes. Comme on n'a que 5 minutes, si vous voulez, c'est assez limité les pièges que l'on peut poser. Là, on n'a pris qu'1 minute 30. Bon, on passe à la suite. Ah oui, c'est vrai. Attends, j'y vais. Je viens. Non, attends. Mais non, il faut que je ferme ça. Attends. Oui, voilà, ça redémarre correctement. Merci. Mais je te rends compte parce que je clique là, il se passe rien. Ici, sur la croix, là. Ah oui. Voilà, parfait. Merci. Donc, on continue. Ah, vous savez, les machines, l'informatique théorique, ça marche. Mais alors, on continue. Donc ça, on passe. Et on est revenu largement dans les temps. Il marche ? Bon. Alors, donc, maintenant, je vous ai dit, hein, les robots, on touche à l'humain. Pourquoi tant de fantasmes vis-à-vis des robots qui sont des machines que construit l'homme? Mais alors, si vous voulez, vous savez bien, même d'une certaine façon, maintenant, dans l'écologie, c'est une pensée qui est relativement récente, on dit, comme phénomène global. Déjà, on a une conception d'interaction entre ce qu'on conçoit, la Terre et entre nous, les objets qu'on conçoit, les usines, les sources d'énergie, et puis la Terre. Donc c'est un truc très interactif. Alors on sait depuis longtemps qu'on prête des vertus magiques aux objets.
Hein, il y a des anthropologues, des sociologues qui considèrent, si vous voulez, que nous coévoluons avec les objets que nous concevons. Bon, ce qui est assez vrai, mais là on touche à la personne. Alors, là, il y a un malaise face à la ressemblance à l'humain. C'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Alors, la vallée de l'étrange a été pendant 1 an le thème de l'exposition temporaire du musée du Quai Branly. Ce qui n'est pas rien. Hein. C'était Persona en 2016 et j'y ai emmené mes petits-enfants. Enfin, les plus grands des petits-enfants. Alors, là, c'est du verbatim de... largement, ça va. Là, c'est du verbatim de la plaquette de l'exposition, hein, que vous trouvez encore sur Internet. C'est... Bon, ce transfert, c'est par rapport à ce qu'il y a avant. La confusion qui s'opère entre l'humain et le non-humain, et la relation particulière et personnalisée qui les lie, dans nos cultures les plus variées, parce que je vous l'ai dit, ça varie beaucoup selon les cultures, et le vaste sujet de cette exposition, d'anthropologie. C'est les commissaires de l'exposition, que certains ont critiqué d'ailleurs, elle aurait pu être mieux, mais ça ne fait rien, bon, qui connaissaient les commissaires, ce sont des gens spécialistes d'anthropologie. Une incursion par la robotique via l'œuvre pionnière de Masahiro Mori, alors je vais vous en parler après, permettra de comprendre le rôle de l'anthropomorphisme dans les artefacts les plus divers, et c'est-à-dire au sens des objets fabriqués ou un peu détournés par l'homme, et ce qui se joue lorsqu'un robot à l'apparence trop humaine, ou toute autre pièce au réalisme intimidant, croise notre regard jusqu'à le déstabiliser. Alors, là, on est, j'ai envie de dire, les théologiens aussi planchent là-dessus. Bon, on passe. Alors là, je vais vous parler de l'hypothèse de Mori, en 1970, qui est un roboticien, et qui a pensé à ça, c'est un japonais, hein, en allant à, pareil, au Japon, je vous ai dit, un shintoïste, en allant voir un spectacle de marionnettes bunraku. Ce sont les marionnettes, vous savez, plus petites que l'humain, mais qui essaient de ressembler un peu à des humains, c'est des marionnettes à fil. Hein. Alors, ce qu'on constate, empiriquement, c'est, voilà, là c'est le degré de familiarité, si vous voulez. Bon, on va s'intéresser uniquement à ce qui est mobile, hein. Le degré de familiarité en fonction de la ressemblance à l'humain. Alors, quand ça ne ressemble pas du tout à un humain, on s'en fout. Je veux dire, vous voyez un robot industriel qui construit des voitures, ça ne vous fait pas grand-chose. Après, il y a les robots, mais ça, c'était en... Bon, on a plutôt tendance à évoluer. Attendez, les robots humanoïdes qui ne ressemblent pas à l'humain, là, le schéma devient faux, hein, maintenant. C'est le schéma historique. Mais parce qu'on fait des robots qui ressemblent de plus en plus à l'humain. Mais les robots, c'est un peu comme les animaux en peluche. Ah ben, on a des relations affectives positives avec. Les gens font bien attention. Le petit robot de Nao, vous savez, qui est auprès des enfants autistes, avec beaucoup de succès, c'est un petit robot marrant. Hein, rien n'essaye de ressembler à de l'humain. Donc là, on a un affect positif avec un humain en bonne santé. Parce que vous savez aussi, hein, le truc
des gens dans l'histoire, comment sont traités les gens différents, tous les sens d'ailleurs de la différence, hein, les monstres entre guillemets. Bon. Mais quand on prend un humain bien comme il faut, on a énormément d'empathie avec lui. Mais entre deux, il y a la vallée de l'étrange. Ce qu'il a appelé la vallée de l'étrange, c'est une gêne vis-à-vis de choses qui ressemblent vraiment à l'humain, mais dont on sent que ce n'est pas de l'humain. Et là, il y a du malaise. Alors regardez tous les films de science-fiction. Hein, tu peux passer. La vallée de l'étrange est finalement très encombrée. Il y a beaucoup. Je vous ai dit, il y a les marionnettes Bunkaru. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris dans la plaquette de l'exposition Anima, en Océanie, mais c'est très récent. Hein, on essaie de faire des choses qui ressemblent à l'humain pour prêter des sentiments. Alors là, si vous voyez, l'Église compare vaguement aux anges, mais la religion juive a beaucoup étudié ça à travers les golems. Hein, puis il y a un golem à un moment qui devient trop proche de l'homme et qui dit à ses créateurs, il faut être 2 ou 3. Hein, dans la Bible, il faut être 2 ou 3, pas plus, parce qu'il ne faut pas que ça s'ébruite, pas tout seul, parce qu'on ferait son petit job pour soi. Bon, 2 ou 3, et le golem dit « défais-moi », parce qu'il commence à trop ressembler à l'homme. Donc, si vous voulez, il y a des choses profondes. Alors, beaucoup plus proches de nous, il y a Frankenstein. Bon. Et alors, dans l'essai de ressemblance, il y a les géminoïdes de Hiroshi Ishiguro. Vous pouvez aller sur son site. Hein, les géminoïdes. Là, vous voyez, vous avez chaque personne. Malheureusement, j'ai mal positionné mes trucs, mais c'est pas grave. C'est lui. Hein. Enfin, c'est lui ou lui, Ishiguri. Il y en a un qui est son géminoïde. Et lui, il essaie de faire que la ressemblance physique soit la plus frappante. Alors ceci dit, attention, hein, parce que là, il joue tout sur la ressemblance physique, mais il y a très peu d'intelligence artificielle derrière. Ce sont des humains, c'est des espèces de marionnettes, si vous voulez, super perfectionnées. Mais n'empêche. Alors donc, on va passer dans les dernières planches. Alors la vallée de l'étrange est l'objet d'hypothèses scientifiques diverses. Si vous voulez, je vais aller, c'est pas exhaustif ce que j'écris, c'est simplement pour vous dire qu'il y a des questions qui mobilisent l'ensemble des sciences, hein, l'ensemble des savoirs. Et alors, d'abord, simple artefact, c'est-à-dire, là ça arrive, quelquefois on monte des expériences, on croit voir quelque chose, et puis, en fait, il n'y a rien à voir. Circuler, on a découvert quelque chose parce qu'un appareil était mal réglé, parce qu'il y avait des parasites qui passaient, parce qu'il y avait des voisins qui faisaient taper le sol, il y a un marteau-piqueur pendant que les gens réglaient leur... Bon. Alors peut-être que c'est rien. Si vous voulez, on n'est pas confronté encore dans la vie courante suffisamment à des... Enfin, c'est peu probable que ce soit rien, parce que quand on regarde l'histoire, enfin les aspects anthropologiques, alors peut-être que c'est pour des phénomènes psychologiques un phénomène assez banal. Je veux dire, on a des mécanismes de classification dans le cerveau qui apprennent à classifier sans trouble avec l'habitude. Hein, par exemple, je disais aux gens, mais un ébéniste, il va regarder un bois, il va le tâter, puis il va savoir très précisément quelle essence c'est. Alors que, bon, moi, j'y vois que dalle. Parce que lui, si vous voulez, son cerveau sera entraîné à classer des trucs. Donc, il se peut que ce soit que le trouble que l'on ait soit lié au fait qu'on ne sache pas trop, si vous voulez, que les réglages ne se fassent pas vite pour savoir si c'est de l'humain ou pas de l'humain,
mais que si on fréquentait des robots tout le temps, on apprendrait à... C'est pareil comme aux classes des petites voitures, si vous voulez. Bon, vous avez des petits garçons qui savent très bien, peut-être aussi des petites filles, qui savent très bien, quand ils jouent avec des autos, les classer, etc. Peut-être que là, ce serait la même chose. Alors, maintenant, il y a si vous voulez, beaucoup de gens qui travaillent là-dedans, en dessous, plus profond donc. Hein. Déjà, il y a des théories anthropologiques intéressantes, comme celle du désir mimétique. Alors, si vous voulez, le désir mimétique, c'est très intéressant. René Girard a étudié le désir mimétique. Il était professeur à Stanford. Il n'était pas très bien vu en France. Mais il est mort récemment. Hein, c'est quelqu'un de vraiment de... Je veux dire, on développe ses travaux maintenant encore. Et il y a en particulier, j'ai cité deux livres. Alors, je vous fais remarquer, il y a la violence et le sacré. Sacré. Là, il y a le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est dans les récits bibliques. Hein. Mais René Girard a commencé à mettre au point sa théorie, que je vais vous évoquer en 2 mots, en étudiant les grands romans romantiques français. C'est comme ça qu'il a fait qu'il a élaboré sa théorie du désir mimétique. Alors si vous voulez, je vous le dis en 2 mots, le désir mimétique, qu'est-ce que c'est ? Vous mettez 2 enfants devant un sapin de Noël où il y a un tas de jouets. Bon, au bout de 1 minute, ils vont se battre pour le même jouet. Bon, parce que si vous voulez, dans le désir mimétique, l'idée, c'est qu'on ne désire pas l'objet, mais qu'on se met à la place de l'autre et en rivalité par rapport à l'autre en pensant qu'il désire l'objet. C'est exactement ce qui se passe avec 2 gamins devant un sapin de Noël. Et lui élabore toute une théorie extrêmement profonde là-dessus. Et donc, si vous voulez, c'est qu'avec un robot, il n'y aurait pas de désir mimétique, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas un humain. Donc, ça crée des rapports étranges. Et puis, il y a... Maintenant, on va passer dans la biologie qui est expérimentale, où on peut monter des expériences pour réfuter, etc. Les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, je vais avoir... fini dans 2-3 minutes, c'est parfait. Les neurones miroirs, c'est la chose suivante. Je ne vais pas faire des gestes qui pourraient m'interpréter. Donc voilà, je fais ça. Le fait de faire ce geste-là me fait actionner des réseaux, tout un réseau de neurones très précis. Maintenant, si je fais ce geste-là, ça me fait actionner un autre réseau de neurones très précis. Bon, maintenant, si je suis immobile, et si je tiens mon micro comme ça, les bras serrés, et si si vous tous dans l'assemblée, vous faites ça, j'aurai exactement le même réseau de neurones excité que quand moi je faisais ça. Pareil pour ça. Alors ça a été découvert. Il y a des expériences pour conforter ou infirmer, mais donc, si vous voulez, ça se conforte. Ça a été découvert dans les années 1990, durant la décennie 90, par un Italien, je ne sais pas si j'ai mis son nom, oui c'est ça. Chez des grands singes, et
en 2010 chez l'homme, donc c'est tout récent, hein, en 2010, parce que chez l'homme ça progresse plus lentement parce que les expérimentations sont évidemment plus encadrées. Et l'homme en a beaucoup. Alors si vous voulez, ce à quoi on pense tout de suite, ce à quoi on pensait tout de suite les gens, quand on a bien expérimenté qu'il y en avait beaucoup plus qu'ailleurs chez l'humain, c'est alors, les autistes, c'est un défaut de fonctionnement des neurones miroirs. Puisque si vous voulez, les neurones miroirs, attendez, pour faire une image très grossière, ça aide à rentrer en empathie avec les gens. Donc, qu'ils ont des problèmes de neurones miroirs. Chic, on va faire des manque de peau, ça, apparemment ça n'a rien à voir. Enfin, tout ça, c'est des sciences qui sont en train de se faire. Hein. Mais apparemment, ça n'a rien à voir. Par contre, ça a directement à voir avec le désir mimétique cité au-dessus. Le lien est assez évident. Alors donc, vous voyez, là, avec les objets qu'on est en train de construire, il y a toute une chaîne de sciences qui sont mobilisées. Hein. Bien sûr, les sciences du numérique qui sont en train d'émerger, donc des mathématiques, de l'informatique, etc., la robotique, des anthropologues, des biologistes, et puis il y a aussi, je n'ai pas mis en dessous, mais ça, si vous voulez, des théologiens aussi, dans des discussions qu'on m'avait montré des planches, comme tu avais montré des planches, entre des théologiens et des scientifiques qui discutaient. Alors ça vous, voilà, j'ai fini. Ça ne vous donne pas, je veux dire, en classe, vous ne parlez pas de ça à vos élèves, mais comme eux baignent dans tous ces trucs-là, puis que la télé, on parle n'importe comment, hein, de ces trucs-là, vraiment, si vous voulez, absolument n'importe comment. De toute façon, à Tali, on parle n'importe comment. Alors, et donc, c'est bien quand même d'avoir un certain nombre de repères. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Alors... Même chose. Oui, des questions si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Oui, ça va à peu près. Pour faire le lien effectivement avec le monde éducatif dans lequel on se trouve, ici on a vu effectivement la difficulté dans ce monde numérique et robotique, à faire émerger finalement les présupposés, tous les implicites qu'il y a derrière le robot, derrière le numérique. Et effectivement, ça, c'est une question éducative pour le coup. Hein. C'est-à-dire aider les élèves et puis aider les enseignants quand on est formateur à ne pas se laisser manipuler quelque part par les apparences. On a bien vu ici la question de l'apparence, mais l'apparence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est qu'une chose visible. Si on n'active pas notre raisonnement par derrière, on se fait manipuler facilement. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose de tout à fait important à éduquer chez les élèves. On évoquait ici la question des troubles. C'est pas tant de se dire « Ah bah, je suis troublé face à un robot qui me ressemble », mais c'est d'aller chercher avec les élèves pourquoi cela me trouble. Qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cette machine dit finalement de mon humanité? Du fait que moi je suis un humain, comment je me définis moi comme humain par rapport à ce robot qui a l'air de l'être mais il ne l'est pas vraiment. Donc finalement le rôle des sciences ici ce serait vraiment de lever les suspicions par rapport aux sciences. On peut mettre en doute à certains moments les apports scientifiques en se disant est-ce que c'est un progrès cet apport? Est-ce que ça va plutôt nous emmener vers des pistes glissantes? L'idée c'est vraiment avec les élèves et avec les enseignants que l'on peut encadrer ou avec nos collègues de se dire ces sciences, qu'est-ce qu'elles vont nous aider à faire pour lever les suspicions, pour lever les implicites, pour prendre conscience de quelque chose qui me fait moi-même, qui fait ma personnalité et qui fait que je ne suis pas justement une machine ou autre chose. Souvent, quand on l'a vu ici avec la robotique, on l'avait vu précédemment aussi, les croyances sont à la limite
des superstitions, on l'avait dit Oui, un oui, petit absolument. peu. Et du coup, les superstitions vont enclencher quelque chose de violent, quelque chose autour de la crainte, de la peur. Donc tout le rôle des sciences, c'est aussi certainement de lever ces craintes, ne pas en avoir quand c'est pas nécessaire d'en avoir, et à l'inverse, identifier les dangers, les craintes et les peurs quand c'est nécessaire absolument. Je pense à des exemples tout à fait classiques dans les sciences, hein, avec l'éruption du Vésuve à Pompéi. Comme on ne connaissait pas ce que c'était que ces phénomènes naturels, finalement, on n'en avait pas peur. On est resté, hein, la population est restée, parce que si c'était la colère des dieux, il fallait subir la colère des dieux. Alors là, on est plus du côté de l'ignorance, hein, plutôt que de la superstition. Mais le rôle des sciences, c'est ça aussi. C'est de combattre quelque chose, l'ignorance, quelque part l'ignorance, pour se dire, maintenant que vous savez, vous pouvez prendre les décisions. Vous pouvez activer votre liberté, avec vos croyances si vous voulez, avec votre foi si vous voulez. Mais maintenant que l'on sait des choses, ou que l'on sait qu'on ne sait pas, on peut activer notre liberté de manière éclairée, hein, de manière fondée. Je pense que là aussi, il y a quelque chose à voir autour de ces sciences. J'ai oublié une planche. On y va. Oui, C'était l'épilogue. Bon, il y en a deux, mais celle-là, je vais la passer. Alors voilà. Ça, je vous recommande 2 films. Vraiment. Le deuxième, alors il n'est pas disponible par les chaînes habituelles, il faut le commander en Allemagne, etc. Mais 2 DVD. Vraiment, je vous les recommande même à regarder vous-même une fois. Puis, je ne sais pas des circonstances en classe qu'il pourrait y avoir, mais ils sont super. Il y en a un qui est sorti en 2015, Ex Machina, mais vraiment qui est d'ailleurs salué par les spécialistes, si on peut dire. Ava, alors vous voyez, Ava, elle a inspiré manifestement le robot citoyen. Et il ne ressemble pas, là, complètement. Il y a le crâne dénudé, on pourrait bien mettre une perruque, c'est pas dur, hein, mais le crâne dénudé, parce que justement, pour ne pas être dans la vallée de l'étrange. Et Ava, donc c'est un récit scientifique. Hein, si vous voulez, c'est pas de la science-fiction, c'est-à-dire tout ce qu'il y a est plausible, à temps très lointain. Si vous voulez, les trucs de Attali, ça fait sursauter, ça, c'est plausible, mais c'est ce qu'on appelle un récit scientifique plausible. Et à la fin, c'est elle qui prend la main sur le test de Turing avec le jeune garçon qui en plus en devient amoureux. Et c'est lui qui se demande s'il est un robot ou pas. Et si vous voulez, la dernière image, c'est... Oui, alors si vous voulez, après avoir liquidé son créateur, qui est à droite, mais alors là, d'une certaine façon, c'est cohérent aussi, parce que lui, il l'a programmé pour devenir la plus humaine possible. Donc pour devenir la plus humaine possible, mais il l'a programmé pour devenir la plus humaine possible, mais il l'enferme dans un blocos, avec lui. Ils sont enfermés à 3. Donc elle, pour devenir la plus humaine possible, comme elle est programmée pour ça, elle liquide son créateur pour pouvoir s'échapper. Et à la fin du film, on voit, elle va au carrefour où il y a le plus de circulation possible d'une grande ville. Parce que pour être le plus humain possible, on n'est humain que par les relations avec les humains. Si vous voulez, c'est ça l'image du film. Alors le deuxième, c'est adorable, parce que plug and play, alors en plus, c'est merveilleux pour une conférence ici, play, un plug technologique, et puis play. Ça a été fait, c'est un film qui a été réalisé par Joseph Weizenbaum, qui était professeur émérite au MIT, qui est mort il le savait, qu'il mourrait quelques mois après le film, et qui est le créateur, il y a 50 ans, d'Elisa. Elisa, c'est l'ancêtre des chatbots. Alors, si vous voulez, Elisa, il avait fait, il y a 50 ans, un système de dialogue, via une machine à écrire, hein, avec les gens, et qui mimait un psychiatre. Mais mimer
un psychanalyste plutôt. Mais mimer un psychanalyste, si vous voulez, comme tout à l'heure, au début, c'est pas dur. C'est quelle relation avez-vous avec votre mère et avec votre père? Et quel âge avez-vous? Ah bon, c'est peut-être tel truc. Bon. Donc, si vous voulez, lui, il avait fait ça. C'était à l'époque héroïque de l'informatique, donc c'était un exploit scientifique, un des grands informaticiens. Alors la légende, je suis désolé, les légendes parfois macho, elles l'étaient il y a 50 ans, elles le sont peut-être encore maintenant, mais la légende dit qu'il aurait surpris, c'est dans son assistante, qui avait des problèmes de cœur, des peines de cœur, dialoguer avec sa machine pour que la machine lui donne des conseils. Bon, on ne sait pas, mais on trouve déjà la confusion avec les machines maintenant. Et lui dit « Oh ben j'ai accompli ma vie. Je veux pas qu'on me foute de petits trucs sur la tête et tout ça. Je veux pas qu'on me prolonge. » Et en même temps, ils sont dans leur propre rôle. En même temps, vous avez Raymond Kurzweil. Alors lui, c'est un... Si vous voulez, donc il a les moyens considérables de Google. Hein. Il a des milliards pour développer ses laboratoires. L'unité de calcul, si vous voulez, en France, on va peut-être lancer un truc de 300 millions d'euros, en espérant atteindre 2-3 milliards au niveau de l'Europe. Eux, du milliard, on ne compte pas. Hein. Et alors lui, il se dit, zut, je suis né trop tôt, j'arriverai pas à télécharger mon cerveau sur des disques pour rappeler après, etc. Kurzweil, vous voyez, il prend une centaine de médicaments par jour. Bon, il espère qu'on lui foutra des implants au fur et à mesure où il diminuera. Il est transhumaniste, vous savez, il y a le mouvement transhumaniste maintenant qui dit qu'on pourra vivre, j'estime 1000 ans, ça ferait trop approximatif, 800-900 ans. Bon. Et ces deux personnes-là, c'est très intéressant ce film. Technologiquement, ça date un peu, mais c'est pas grave. Et encore un petit mot que j'ai oublié de vous dire, à propos de transhumanisme, il y a au mois de septembre, Laurent Alexandre, vous avez peut-être vu son bouquin, parce qu'on a fait du ramdam, un peu de ramdam dans les médias sur son bouquin, il vient de sortir La guerre des intelligences entre... Et alors il interpelle le ministre, il est pour le transhumanisme, il interpelle le ministre de l'Éducation nationale. Dans son bouquin, il dit que l'éducation c'est dramatique, elle est en retard. Lui dit qu'il faut tout de suite se mettre à une éducation qui augmente individuellement l'intelligence des gens. C'est-à-dire avec tout ce qu'on fait, éventuellement même en leur mettant des casques, des implants, tout ce que vous voulez, il faut absolument, donc si vous voulez c'est un transhumanisme de raison, si on peut dire, il dit qu'il faut absolument que dès maintenant l'éducation nationale augmente individuellement par un coaching neuro-informatique, si vous voulez, augmente individuellement l'intelligence de ses élèves, et de toute façon, ceux qui ne se prêteront pas à ça deviendront des êtres sous-intelligents par rapport aux autres pays qui le feront. Donc vive le transhumanisme, son bouquin fait 300 pages, je ne vous le recommande pas, mais je vous dis qu'il existe, qu'il y a des publicités à la radio, dessus, et Laurent Alexandre est à l'Académie des technologies. Et il a une boîte, c'est un urologue, qui a une boîte en Belgique où on peut faire décrypter comme ça, si on a envie, son génome pour une somme modique, parce qu'en France actuellement, la médecine le fait, mais on ne peut pas le faire par confort. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, avez-vous des questions par rapport à ce qui a été rajouté ou précédemment, par rapport à la limite robotique, humanité? Ça réinterpelle encore les croyances et comment elles font avancer les sciences. Je repense à la question de tout à l'heure. C'est vrai que dans les mythes aussi, quand on rédige un récit, un mythe, quand on a des croyances, ça interroge sur son propre parcours, sur son propre monde. Donc peut-être qu'on n'a pas les réponses par les mythes et les croyances, mais on a les questions.
Et du coup, et c'était un peu pour répondre à l'intervention de tout à l'heure, est-ce que l'un se nourrit de l'autre? Ben oui, oui. La croyance interroge, la science essaie de répondre, parfois elle ne peut pas. Du coup, il y a d'autres croyances qui prennent le pas. Et c'est effectivement en interrogeant le monde que les croyances font avancer les sciences d'une certaine manière. Alors, allons-y. Autre question? Autre remarque? Quand on dit qu'on n'utilise que 10% de son cerveau humain, alors qu'on utilise différentes zones du cerveau, pour moi, on utilise tout le cerveau. Et quand il y a des films qui disent qu'on n'utilise que 10%, c'est complètement faux. Je n'ai pas les compétences pour... non, sincèrement. Oui. Je connais les dents, mais je n'ai pas les compétences pour éclairer la question. Si vous voulez clairement des positions comme celle de Laurent Alexandre, c'est de dire qu'on peut faire beaucoup mieux, on peut utiliser beaucoup mieux le cerveau. Mais là aussi, alors la question, est-ce que c'est de... Enfin, pour moi, actuellement, c'est pas d'ordre... Est-ce que c'est de l'ordre scientifique? Est-ce que c'est de l'ordre de la croyance de dire qu'on n'utilise que 10% de son cerveau? Pardon? Un mythe neuronal. Ah, d'accord, neuromythe. Allez-y. Moi, je crois, si vous voulez, comme je n'ai pas les connaissances Allez-y. Pardon. je n'ai pas les connaissances en neurologie. Alors, je me suis questionnée sur le sujet puisque je m'intéresse un petit peu aux neurosciences dans le cadre de mon cursus, et c'est vraiment un neuromythe. Les 10% du cerveau, c'est un mythe, au même titre que tout se joue avant 3 ans, que cerveau droit, cerveau gauche. Ça a vraiment été étudié par les neurosciences. Mais reste aussi le questionnement à mon sens, ces choses-là, elles perdurent dans l'esprit humain malgré le fait qu'on atteste scientifiquement que c'est faux. Et donc, les neuromythes, par exemple, les 10%, c'est les premières connaissances qu'on acquiert par rapport à la question qui s'ancrent en mémoire et contre lesquelles on a vraiment du mal à aller, en fait. Donc ça, je pense que tous ces neuromythes-là, ils vont perdurer un temps très certain, puisque c'est l'effet de primauté, je pense, des connaissances. Voilà. Je m'arrête. Je termine juste parce que c'est tout simplement la poursuite de la phrase. Hein. Effectivement, à partir du moment où un cerveau ou une personne a été interpellée, il y a eu de l'affectif, il y a eu des émotions, il y a eu effectivement la primauté sur le concept ou le savoir, eh bien ce concept et ce savoir est ancré quelque part au-delà de la raison, en fait. Hein, il est entré, on peut dire, quelque part dans les sensations, dans les perceptions. Et c'est quelque chose qui est à déconstruire, reconstruire. D'où tout le rôle de l'activation d'autres réseaux neuronaux, par exemple. Hein. Et effectivement, il y a beaucoup de travaux, pour ceux qui s'y intéressent, Stanislas Dehaene, par exemple, qui travaille sur les neurosciences, vous en donnerez d'autres. Voilà. Moi, je pose la question là aux spécialistes, au pluriel, mais ce que vous dites, alors d'accord, hein, dont acte, moi j'ai dit je ne sais pas, bon. Mais alors, ce que vous dites n'empêcherait pas de penser qu'on peut améliorer les performances du cerveau. Hein, sujet sur lequel, la seule conviction que j'ai, c'est tout ce qu'on dit de simpliste est sans doute faux sur le sujet. Je veux dire, pour améliorer, il n'y a qu'à. Hein, les yaka sont sans doute faux. Mais... Oui, c'est tout le concept de plasticité neuronale, hein, où on n'est pas figé à jamais et où justement ce qui est intéressant, c'est de construire et reconstruire tous ces réseaux qui vont nous faire réfléchir, les activer, créer des nouvelles connexions. Donc effectivement, et puis je ne pense pas que la question se pose vraiment en volume ou en pourcentage d'utilisation, mais plutôt en type de connexion, en type d'activation.
Et puis aussi, alors même si on ne parle pas de zone, mais on sait qu'on n'apprend pas uniquement par la raison, on apprend aussi par les émotions. Donc il y a là aussi des liens à aller chercher derrière. Il y avait d'autres questions en suspens aussi tout à l'heure. Merci de me donner la possibilité de la poser. Alors du coup, on a vu une vision du passé sur les sciences et puis là, on a une vision du futur, ce qui est très intéressant. Pardon. Alors ma question de tout à l'heure, alors j'ai essayé de la tourner pour l'adresser aux deux intervenants. Je reviens sur la classe. Alors on a bien vu que ça a été démontré que la science n'a pas la prétention de détenir la vérité, contrairement aux croyances. Ce qui m'intéresse, c'est comment les sciences, aujourd'hui, peuvent-elles contribuer à former nos jeunes, notamment d'un point de vue du respect des valeurs de la République qui nous unissent tous. Oui, merci beaucoup. Alors, merci de cette question, parce qu'elle est parfaitement contradictoire. C'est-à-dire que les valeurs de la République, c'est important ça. Et c'est tellement important qu'à la Révolution française, il y a eu des débats pendant une semaine à la Chambre des députés sur un rapport qui était de Condorcet pour savoir comment on allait nommer l'enseignement. Et le débat portait seulement sur une chose, est-ce qu'on va l'appeler instruction publique ou éducation nationale? Et ce qui a emporté la décision, c'était instruction publique. Parce que l'école doit instruire, elle ne doit pas éduquer. L'éducation, c'est un ensemble de comportements qui ne font pas la différence avec la morale. L'éducation, c'est un ensemble de valeurs, des valeurs qui sont données soit là par la religion, soit par les républiques, soit par la royauté. L'éducation, disait Condorcet, c'est quelque chose qui développe du conformisme. Par contre, instruire, c'est important. L'instruction est importante, c'est-à-dire donner les armes du savoir. Et moi, je regrette beaucoup qu'un ministère de la 4e République ait transformé le ministère de l'Instruction publique en le ministère de l'Éducation nationale. Alors, attends, oui, tu auras le mot final. Alors, pour dire, la question que vous vous posez, comment je peux dire, a entretenu ma mauvaise conscience lorsque j'ai préparé mon exposé, parce que je me suis dit c'est au cœur de vos préoccupations. Et attendez, c'est pas au cœur de mon exposé. Alors, j'ai essayé de dire dans une planche au début. D'abord, si vous voulez, ce qui se passe, la confusion des propos qui mélangent science et croyance sur des secteurs aussi en vue médiatiquement que, je veux dire, les robots, l'intelligence artificielle, la neuro-augmentation, cette confusion n'aide pas à faire les distinctions dans d'autres domaines entre la vie et société, entre la vie en société et les croyances. Puisque, si vous voulez, les croyances empiètent complètement les aspects sociétaux qu'on projette sur le numérique et tout ça. Moi, si vous voulez, c'est modestement le premier lien que je disais. Évidemment que si on croit que qu'il faut de la neuro-augmentation pour faire augmenter l'intelligence des gens vis-à-vis de la République et l'égalité. Attendez, c'est le genre de choses dont la loi bioéthique va discuter. C'est le fait, si vous voulez, des techniques qui seraient, supposées qu'elles marchent, qui seraient réservées à des minorités, etc. Mais le discours n'est pas simple. Moi, ce que je veux dire, c'était
évitons au moins que la science mine le terrain. Mais c'est une réponse pauvre que je vous fais. Je vais ajouter un petit peu à ce que dit Max et pour répondre aussi. C'est-à-dire que quelque part, les savoirs, c'est aussi l'instruction sur le sens des mots. Et moi, j'étais assez perturbé par la projection d'une bande vidéo qu'a fait Jean-Marie Le Pen à une certaine époque, lorsque c'était Jean-Marie Le Pen qui était une force montante dans les forces politiques françaises. Et cette bande vidéo montrait la finale d'un 100 mètres aux Jeux Olympiques, dans lequel il montrait qu'il n'y avait que des Noirs. Et en disant, voyez, il court plus vite que les Blancs. Et quelque part, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'égalité. Alors, monsieur Jean-Marie Le Pen, volontairement ou pas, on va lui faire l'honneur de dire volontairement, confondait deux termes. Mais que deux termes qui sont confondus toujours aussi dans les discours officiels. Et la dernière ministre de l'Éducation nationale le confondait à chaque prise de parole. C'est identité et égalité. Oui, nous sommes tous différents. Et c'est parce que nous sommes tous différents que nous avons inventé une notion éthique qui est l'égalité. L'égalité, c'est une notion éthique. Nous sommes tous différents, mais nous avons les mêmes droits. Tandis que l'identité, nous sommes tous différents et nous sommes tous donc non identiques. Et ça, c'est de l'instruction à donner aussi. Alors, oui, alors, la préoccupation de transmettre les valeurs de la République, elle est importante, mais là aussi c'est un petit peu comme pour tout apprentissage, il faut se poser la question si le mode de transmission n'est pas en contradiction avec l'objectif qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que si on présente effectivement, et c'est là que je fais le parallèle avec les sciences, ce que Bernard a dit, si on présente la science comme quasiment des dogmes, eh ben, effectivement on aura du mal à s'opposer à des croyances. Si on présente les valeurs de la République, et j'aime beaucoup l'intervention de Bernard là-dessus, si on présente les valeurs de la République comme des dogmes qui s'imposent et dont on ne voit pas l'origine, le sens éthique, la nécessité pour vivre ensemble, effectivement, on peut avoir des confrontations. Et je pense que si la science peut construire quelque chose pour alimenter les valeurs de la République et peut-être pas les défendre, c'est celle du sens critique. C'est on est ensemble, on réfléchit, on est différents dans nos positions, mais on a une obligation de débattre et pas de s'affronter si on veut rester dans une société civilisée. Et c'est ça qui fonde le fait qu'on puisse discuter. Et je pense que moi, je rebondis parce que au début de l'exposé de Max, il a insisté sur le mot manifestement. Dans nos discours, il faut aussi qu'on apprenne à ne pas utiliser les argumentations fallacieuses. C'est naturel, c'est obligatoire, parce qu'on renforce l'utilisation par les gens qui les utilisent habituellement pour imposer leurs idées. Il faut apprendre à aux élèves à décoder dans les discours les argumentations fallacieuses. Et relisez Schopenhauer, l'art d'avoir raison. C'est des techniques qui sont utilisées, et si on ne les décode pas, si on n'apprend pas à avoir cet esprit critique qui nous font toujours interroger les affirmations absolues, il est évident que, moi, chaque fois que j'entends « il est évident que », il y a plein de neurones qui s'activent en disant « aïe,
on est en train de monter sur un terrain qui n'est pas celui de l'esprit critique. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Philippe. Science et croyance, la distinction, c'est l'esprit critique. Je poursuis aussi par rapport au lien à faire avec les établissements, les écoles. Les sciences sont quelque chose à voir aussi dans ce qu'on appelle les questions socialement vives. C'est-à-dire les moments où la personne, que ce soit l'élève ou l'enseignant, va devoir assumer un choix à un moment donné. Alors un choix individuel ou un choix collectif. Les sciences sont là aussi pour éclairer ces choix-là. Alors des éléments de science, je pense aux questions autour de l'alimentation, de la santé, de l'environnement, la gestion de l'eau, tout ce qui va enclencher un positionnement personnel et collectif. On ne dit pas du tout que l'enseignant doit dire ce qu'il faut faire au moment où il faut faire. Évidemment, le rôle de l'enseignant, c'est d'activer l'esprit critique, mais de l'activer avec des fondements scientifiques. Et là, je pense que, pour le coup, les sciences en général ont leur rôle à jouer en posant les fondements scientifiques, les briques, les éléments de savoir, justement, d'instruction, des éléments de savoir, qui vont permettre à chacun de construire son raisonnement, d'activer aussi ses émotions, ses sensations, parce qu'on n'est pas que des êtres sans émotions, de façon à poser des actes en lien, pourquoi pas, avec les valeurs de la République qu'on aura construit en parallèle, qu'on aura construit en vis-à-vis. Les valeurs de la République ne sont pas indépendantes des autres savoirs, mais se construisent en parallèle aux savoirs scientifiques apportés, aux prises de décision, aux actes de liberté que l'on pose, mais de façon fondée. Bien. D'autres questions, remarques? Oui? Bonjour à tous. Juste une remarque pour aller dans le sens de ce que disait monsieur à l'instant. Quant à l'information, j'ai remarqué que vous aviez tiqué sur le même mot, manifestement, dans l'article présenté par monsieur précédemment. C'est vrai que quand on regarde le programme de lettres en seconde, en lycée professionnel, on s'aperçoit que parmi les 3 axes, il y a un axe qui est celui de l'information. Donc information évidemment liée à la connaissance, etc. Et il est très important, je pense, d'amener nos élèves à avoir un regard critique quant à l'information et savoir recouper l'information, etc., ou les informations. Et à partir de là, on peut justement laisser entendre qu'on n'a pas raison à chaque fois qu'on dit quelque chose, même en tant que professeur, et parfois même leur faire un petit test du type, je ne sais pas, hier soir, on a appris que les vaches volaient, et puis les laisser là-dessus pendant 1 heure ou 2 jours, et puis leur rappeler qu'on a beau dire des choses la plupart du temps vraies, scientifiquement, j'allais dire, de temps en temps, il est bon aussi de remettre en question même la parole du professeur, de façon à avoir un regard critique du matin au soir et du soir au matin, et avec tous. Donc même à la maison, même vis-à-vis de tous. Ce qui fait de futurs citoyens, je pense. Voilà. Oui. C'est pour bien entendre. Comme ça, ce que vous dites me fait penser en lien avec votre question. Je pense qu'il y a un truc que j'ai évoqué en une phrase, mais qui est important, même vis-à-vis. Je pense que éduquer, parler aux jeunes de l'asymétrie, si vous voulez, du manque de symétrie de l'information. Alors je ne parle même pas de l'aspect partisan, ouvertement partisan, mais les informations qui consistent à, à faire le buzz avec le sensationnel, à moindre, fût-il faux scientifiquement, au détriment des discours
de fond, équitable. Enfin, si vous voulez, ça paraît, parce que là c'est très net, dans le secteur dont je vous parle, c'est très net, si vous voulez, la dissymétrie de l'information. Et en plus c'est compliqué techniquement, mais donc si vous voulez apprendre les jeunes à bien percevoir que l'information qu'ils ont devant la télé, à la radio, sur Internet aussi, c'est parce qu'il faut voir les sites qu'ils vont voir, c'est une information asymétrique où il y a plus de choses fausses qui sont amplifiées parce qu'elles sont fausses. Ça paraît un enjeu. Comment le traiter, je ne sais pas. En sachant que dans les formations exprès, il y a un élément, par exemple, pour détecter dans l'intitulé déjà d'une information, dès qu'on va vous mettre incroyable, mystérieux, on crée l'appétence et on sait. Donc il y a aussi là aussi des. Alors on ne dit pas que tous les messages qui sont transmis sous ces intitulés-là sont forcément erronés, mais on peut présupposer que la motivation de celui qui l'émet, elle n'est pas tout à fait innocente par rapport à justement la manière dont il va attirer l'appétence. Ce n'est pas la rationalité qu'il met en avant, c'est justement l'irrationalité. Merci. Alors, avez-vous d'autres questions ? Alors, c'est le moment de clôturer. Donc, je vous remercie pour vos attentions et puis vos discussions intéressantes. Je pense que l'idée globale de la matinée, c'était de bien voir comment croyances et sciences, finalement, avançaient en tandem. L'idée étant que, effectivement, la science, à un moment ou à un autre, pose des repères de manière à dépasser les croyances, même si ces croyances sont nécessaires quelque part au point de vue de la psychologie et de l'anthropologie de l'humain, c'est ainsi. Mais effectivement, les sciences vont pouvoir les dépasser et permettre à chacun de développer l'esprit critique, mais aussi de développer sa propre liberté, nous en tant qu'enseignants et puis les élèves, bien sûr, en tant que futurs citoyens. Merci à chacun et au plaisir de vous revoir à l'ESPE ou ailleurs.